Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous voilà à nouveau réunis en séance afin d'examiner en deuxième lecture la proposition de loi relative à la fin de vie qui a été rejetée en première lecture au Sénat. Vous le savez, les députés radicaux de gauche, et plus largement ceux du groupe 2RDP, mènent depuis longtemps le combat pour le droit de mourir dans la dignité. Ce combat est inscrit dans leur histoire, dans leur ADN, combat souvent mené contre l'intolérance, qui s'est d'ailleurs encore exprimé de façon assez scandaleuse à l'occasion de la dégradation du siège du Parti radical de gauche la semaine passée par des opposants à la fin de vie dans la dignité. Nous sommes profondément attachés à la défense des libertés individuelles. Et nous considérons que le droit de vivre sa mort et de finir sa vie dans la dignité relève d'un choix individuel qu'il convient de respecter. On nous dit que sur un sujet de société comme la fin de vie, il n'est pas possible d'avancer. Et il n'est possible d'avancer en tout cas que dans le consensus. Croyez-vous qu'en 1974, Simone Veil a avancé dans le consensus? Et si elle avait attendu le consensus, combien de temps aurait-il fallu attendre encore? Argument d'autant moins recevable aujourd'hui que toutes les études d'opinion montrent qu'une immense majorité de Français souhaitent une loi sur l'aide active à mourir. Est-il tolérable que des Français soient obligés, pour ceux qui en ont les moyens et qui peuvent se déplacer, de partir à l'étranger pour bénéficier d'une aide active à mourir, comme il y a 40 ans, les femmes qui voulaient avorter devaient aller hors de nos frontières? Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime et membre du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste de l'Assemblée nationale. Nous le rencontrons dans le cadre de l'examen de la proposition de loi Claeys et Leonetti, créant de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie à propos d'un amendement introduisant la possibilité d'une aide médicalisée active à mourir. Bonjour Monsieur Falorni. Bonjour. Au-delà de votre attachement personnel à ce sujet, vous menez depuis longtemps ce combat pour une ultime liberté de choisir sa fin de vie dans la dignité. Au cours des débats de cette proposition de loi, qui n'est pas encore terminée et qui repassera au Sénat et qui finira par une commission mixte paritaire certainement, vous avez défendu tout au long de ces débats un amendement qui pouvait instaurer une aide active à mourir. Malheureusement, cet amendement a été repoussé. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre sentiment ? Mon sentiment, c'est celui, évidemment, de la déception, parce que c'est un combat pour lequel je me suis battu, pour lequel je me bats, et malheureusement pour lequel je me battrai, le combat devra continuer. Cet amendement, effectivement, a été défendu par mon groupe, mais aussi par des collègues écologistes, socialistes. Il a été repoussé de 9 voix. 9 voix. La liberté de pouvoir choisir sa mort a échoué de 9 voix. Donc vous comprendrez bien que c'est pour moi une déception, une forme d'amertume aussi, parce que j'ai le sentiment que cette loi passe à côté d'un grand projet de société, d'une grande loi de société attendue par beaucoup de Françaises et de Français. J'ai aussi le sentiment qu'il y a une forme de reniement par rapport à des engagements qui avaient été pris pendant la campagne présidentielle. Et puis aussi, finalement, le sentiment que l'ultime liberté, la liberté pour chacune et chacun d'entre nous de pouvoir disposer de sa mort, n'est pas encore reconnue dans ce pays. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, la vie nous est donnée et la mort continue à nous être volée, et ça, je ne l'accepte pas. Alors, vous rappelez effectivement que c'est par une proposition numéro 21 que le président avait justement donné la possibilité de pouvoir discuter de cette fin de vie dans la dignité. Mais je vous rappelle aussi que justement, Manuel Valls et Marisol Touraine avaient déposé en 2009 une proposition de loi qui visait justement à une aide active de portée générale pour pouvoir mourir dans la dignité. Donc là, vous devez vous sentir trahi. Vous savez, à la tribune, puisque j'étais l'orateur du groupe, j'ai rappelé devant Madame Touraine et Monsieur Claeys que tous deux avaient été signataires de cette proposition de loi, dont
rapporteur était Manuel Valls et dont un des autres signataires s'appelait François Hollande. Il y a 11 membres du gouvernement actuel qui ont signé cette proposition de loi pour l'aide médicalisée au décès au cours du quinquennat précédent lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Donc je leur ai rappelé, et même dans une précédente intervention à l'Assemblée nationale, j'avais terminé mon intervention par une citation, je n'en avais pas cité l'auteur, et qui défendait de manière brillante l'aide médicalisée au décès. Et quand j'ai cité à la fin l'auteur qui était le rapporteur de l'époque, Manuel Valls, qui était en face de moi, puisqu'il participait en tant que Premier ministre au débat, je dois avouer que j'ai rencontré une large adhésion sur l'ensemble des bancs socialistes, mais que malheureusement, le vote ensuite n'a pas été en concordance avec les propos qui avaient été tenus par le Premier ministre, député de l'époque, et aussi par beaucoup de mes collègues socialistes. Donc je regrette que finalement cet engagement qui a été celui de nombreux collègues de gauche à l'Assemblée nationale ne se concrétise pas aujourd'hui, par peur, par peut-être manque de courage. Et je pense que dans des circonstances comme celle-là, il faut du courage. J'ai rapproché ce combat au combat mené par Simone Veil en 1974. Absolument, sur le droit à l'avortement. Voilà, on m'a dit qu'il fallait sur ce sujet une loi de consensus. Croyez-vous qu'en 1974, il y avait un consensus pour faire voter le droit à l'avortement ? Il suffit de reprendre d'ailleurs le compte-rendu des débats à l'Assemblée nationale. Les mots qui ont été lancés contre Simone Veil lorsqu'elle intervenait pour défendre ce texte. Il a fallu le courage de Simone Veil et de quelques parlementaires pour que les femmes puissent disposer de leur corps. Eh bien, moi, je considère que le droit de disposer de sa mort en 2015 est le prolongement du droit de disposer de son corps en 1974. 2 exemples. Dans les années 70, les femmes devaient partir à l'étranger, dans des pays européens qui nous entouraient, pour pouvoir avorter, parce qu'en France, c'était illégal. Lorsqu'elles en avaient les moyens, elles y allaient. Comme aujourd'hui, vous avez des gens en fin de vie, quand ils en ont les moyens et encore la capacité physique de pouvoir se déplacer, qui vont aussi à l'étranger parce que d'autres pays européens ont légalisé l'aide médicalisée au décès. Dans les années 70, il y avait des femmes qui avortaient clandestinement parce que la France n'avait toujours pas légiféré sur le droit à l'avortement. Elles avaient recours aux fameuses faiseuses d'anges. Eh bien aujourd'hui, dans ce pays, les euthanasies se pratiquent clandestinement, chaque jour. Donc arrêtons de faire l'autruche. Et comme en 1974, à un moment, ayons le courage de légiférer et de faire en sorte que la loi offre cette ultime liberté à tous les citoyens. Alors certains pays ont déjà, effectivement, vous rappeliez qu'il y en avait certains en Europe, notamment le Benelux, notamment la Suisse, le Québec, et maintenant un 5e État des États-Unis, puisque je crois que c'est la Californie, oui, qui vient d'accepter cette possibilité donc, de droit à mourir et surtout d'aide active à mourir. Donc nous espérons aussi que cela va suivre dans les années qui viennent, puisque je crois que Marisol Touraine a dit que cette loi serait certainement une étape. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça sera une étape ? Vous savez, dans ce débat, il y a eu malheureusement beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie parce que cette loi ne change rien, c'est un rendez-vous manqué. Elle visait à modifier profondément, c'était en tout cas dans l'esprit, je pense, de beaucoup qui se sont engagés sur ce texte, de modifier sensiblement la loi Leonetti de 2005, qui avait permis des avancées, en particulier sur les soins palliatifs. Et moi, je le dis, je le répète, je ne veux pas opposer les soins palliatifs à l'aide active à mourir. Ce sont, pour le coup, des étapes dans un processus de fin de vie. Les soins palliatifs sont indispensables. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de moyens pour les soins palliatifs en France. Il faut qu'il y ait un véritable plan triennal de financement des soins palliatifs. Donc je le dis, je le répète, parce qu'on a tendance dans ce pays à opposer les uns et les autres. Les soins palliatifs sont indispensables, mais à un moment, les soins palliatifs, ce qu'on appelle les douleurs réfractaires, sont insuffisants et n'arrivent plus à soulager la douleur insupportable des gens. Donc les soins palliatifs, il faut mettre encore plus de moyens sur ces dispositifs. La Rochelle, malheureusement,
Et comme beaucoup de territoires en France assez démunis en termes de soins palliatifs, il y a même des départements qui n'en disposent pas. Donc ça n'est pas acceptable. La question des directives anticipées. Deuxième thème important. Ce texte avait vocation à les rendre enfin opposables. Opposable, ça veut dire que c'est le patient qui décide et non plus le médecin. Sauf que le texte, autre hypocrisie, dit sauf si cette demande n'est pas considérée comme déraisonnable. Voilà, déraisonnable. Et d'ailleurs, le texte parle d'obstination déraisonnable et ne parle plus d'acharnement thérapeutique. L'obstination déraisonnable devant cesser. Mais malheureusement, ce texte, c'est une obstination déraisonnable, mais une obstination déraisonnable au statu quo. Et ce que je veux dire, c'est que ce texte ne change rien, puisqu'il reste dans une logique de laisser mourir. C'est le laisser mourir. Et je trouve ça d'une hypocrisie absolue. Parce que, en proposant la sédation profonde et continue, que propose-t-on ? On propose de plonger un malade en fin de vie dans une forme de coma qui est une anesthésie générale. Jean Leonetti, à un moment, s'est trahi, il a utilisé le mot, c'est une anesthésie générale. Sauf que cette anesthésie générale... Elle ne dure pas si longtemps que ça. Déjà, on n'a pas l'expérience de ce que peut être une anesthésie générale sur un temps qui peut aller de 2 à 8 jours. On ne sait pas. On ne sait pas ce que cette anesthésie générale peut provoquer en termes de souffrance. Mais la loi prévoit que cela suppose la possibilité, dans ces circonstances, d'arrêter la nutrition et l'hydratation artificielle. Qui peut me dire, et personne n'est capable de l'affirmer à part M. Leonetti, que l'arrêt de la nutrition, que l'arrêt de l'hydratation, pendant une durée qui peut aller jusqu'à 15 jours, n'engendre pas des souffrances pour la personne qui se retrouve dans cette situation de coma prolongé qui amènera inévitablement au décès. Dernier point. Lorsque vous avez, dans certains pays, le processus de suicide assisté, vous avez ce moment du départ qui est extrêmement important. Là, vous plongez quelqu'un par une anesthésie générale dans un coma définitif. Vous perdez toute relation avec la personne malade. Il n'y a plus ce moment du départ entre le malade, la famille qui l'entoure. Donc je considère que, au mieux, cette loi est une loi de statu quo, au pire, éventuellement une loi de régression. En tout cas, moi, en tant que parlementaire, j'affirme que nous ne savons pas si elle ne va pas générer des souffrances, alors que nous visons à combattre justement ces souffrances et faire en sorte que les gens puissent partir dans la dignité. Donc voilà toutes les raisons qui me font dire que cette loi est un grand rendez-vous manqué. Alors la loi va continuer son petit, entre guillemets, bonhomme de chemin pour être définitivement votée d'ici la fin de l'année et éventuellement être appliquée en début d'année 2016. Est-ce que votre groupe aura toujours la même attitude pour le vote, c'est-à-dire une abstention ? Ce qui s'est passé durant cette deuxième lecture, c'est que nous avons été évidemment très mobilisés, puisque c'est un des marqueurs des radicaux de gauche depuis longtemps, depuis Henri Caillavet. C'est un combat identitaire, j'allais dire, ça fait partie de l'ADN des radicaux. Donc nous avons défendu avec fougue, avec détermination, nos amendements, qui malheureusement n'ont pas été retenus. Mais ce que nous avons dénoncé aussi, c'est que finalement, le gouvernement a essayé de passer en catimini ce texte. Il l'a mis un lundi à l'ordre du jour, alors qu'on sait que les parlementaires viennent le mardi, le mercredi et le jeudi, puisque ce sont les jours traditionnels de débat à l'Assemblée nationale. Donc il y avait moins de députés qu'il y aurait dû y en avoir sur un texte de cette envergure. On nous a refusé un vote solennel. Un vote solennel, c'est-à-dire tous les députés se retrouvent après les questions au gouvernement, un mardi ou un mercredi, et s'expriment en appuyant sur un bouton, et donc s'expriment de manière officielle sur un texte. On nous l'a refusé, on nous a proposé un vote à main levée à la fin du texte. Nous avons refusé de participer à ce simulacre, à cette entourloupe. Donc, vous l'avez compris, nous ne sommes pas contents du tout. Nous considérons que ce débat a été finalement tronqué. On a confié à M. Leonetti, finalement,
la mission de se renier quelque part. Eh bien évidemment, il ne s'est pas renié, au contraire, il a été très péremptoire durant ce débat. Il a voulu nous entraîner d'ailleurs sur un débat médical, avec finalement un peu parfois l'arrogance des sachants, en tout cas ceux qui s'estiment des sachants. Mais pour moi, ça n'est pas qu'un débat médical, ça n'est même pas foncièrement un débat médical. C'est une conception de la société, c'est une conception de l'homme. Est-ce que l'homme a la capacité de décider pour soi-même de sa vie, donc de sa mort. Donc c'est une loi de liberté fondamentale. Et ça, on a voulu l'éclipser par des digressions médicales. Nous les avons abordées, je l'ai dit. J'ai interpellé M. Leonetti, il n'a pas aimé, en lui disant « mais quand vous plongez quelqu'un dans l'anesthésie générale pendant 8-10 jours, on n'a aucune expérience de ça. On a tous subi ou on subira des anesthésies générales. Elles durent 2 heures, 4 heures, 6 heures, 10 heures, mais pas 10 jours, pas 15 jours. Et que parfois, il faut 2 semaines. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Sicard, président du comité d'éthique, qui dit qu'il faut parfois 15 jours pour la personne pour mourir lorsqu'elle est plongée dans une sédation profonde et continue. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. On a eu affaire à des gens qui étaient pétris de certitude. Moi, je n'en ai pas de certitude, mais j'ai une conviction, c'est qu'il faut donner cette ultime liberté aux citoyens parce qu'ils le demandent et que le consensus qu'on nous a reproché de remettre en cause, certes, il n'existe pas à l'Assemblée nationale, mais il existe dans ce pays. Dans la société. Et je trouve que ce décalage entre les débats que nous avons pu entendre à l'Assemblée nationale et la réalité du pays est assez cruelle pour la représentation nationale. Je le regrette profondément et je pense que beaucoup de Français seront déçus de voir que cette réforme de société n'a pas été faite durant ce quinquennat. Alors vous savez, pour une dernière question, vous savez que l'ADMD, l'Association Droit pour mourir dans la dignité, mène un combat avec Jean-Luc Romero à sa tête, relaie absolument toutes vos interventions et vous suit. Donc je pense qu'ils vont attendre aussi de vous un suivi, justement, après, pour l'application de cette loi, éventuellement pour faire évoluer les décideurs politiques. Mais il faut savoir qu'entre la première loi Leonetti et cette deuxième, il y a eu 10 ans. Donc, vous espérez, j'espère, qu'il n'y aura pas 10 ans pour une nouvelle loi ou une nouvelle évolution du droit. Vous savez, quand j'ai participé à ce débat lundi et mardi, j'avais en permanence dans la tête l'image indéfinie, puisque je ne les connais pas, mais l'image de ces hommes, de ces femmes qui combattent aujourd'hui une souffrance insupportable, que rien ne peut arrêter, atténuer. Et c'est pour ces gens-là que je me bats. Et je trouve que la représentation nationale, le pouvoir politique n'a pas été à la hauteur de cette attente. Et pour ces gens-là, je considère qu'on ne peut pas encore attendre 10 ans. Parce qu'eux partiront malheureusement dans les semaines, dans les mois qui viennent, mais pas de la façon dont ils auraient souhaité. Et moi, je souhaite que ceux qui, hélas, viendront après, puissent bénéficier de cette liberté que les gens qui aujourd'hui vivent cela n'auront pu acquérir. Donc voilà, c'est un combat de société dont je crois qu'il est probablement le dernier grand combat à gagner dans ce pays. La démocratie, elle a conquis toutes les libertés. Sauf une, l'ultime, celle de droit, du droit de disposer de sa mort. On a gagné avec courage en 1974 le droit de disposer de son corps. Eh bien, moi je souhaite et j'espère en tant que parlementaire, un jour, ça ne sera malheureusement pas aujourd'hui, mais pouvoir vivre ce moment où je pourrai voter, enfin, en tant que député français, pour une loi qui donne la liberté, le droit de choisir sa mort, le droit de pouvoir partir dans la dignité. Alors la société civile va continuer le combat à vos côtés. Pour terminer notre entretien, je voulais vous parler d'une disposition qui a été remise à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale hier et qui a été votée concernant les filières djihadistes et notamment pour les jeunes mineurs.
C'est-à-dire depuis 3 ans, en fait, les mineurs pouvaient partir à l'étranger sans l'autorisation de leurs parents, mais là, l'Assemblée nationale a remis cette disposition en vigueur. Vous êtes satisfait, vous qui avez fait partie de la commission parlementaire d'enquête sur les filières djihadistes? Oui, ce texte s'inscrivait d'ailleurs dans une niche parlementaire, c'est-à-dire une niche parlementaire, c'est une journée attribuée à un groupe qui peut déposer plusieurs textes. Et donc, c'était la niche parlementaire des Républicains. Et parmi les textes déposés, il y avait le rétablissement de cette autorisation administrative pour la sortie de mineurs du territoire. Et j'ai approuvé ce texte. Vous savez, moi, dans mon engagement politique, j'ai eu l'occasion de dire, je ne regarde pas qui présente le texte. Ouais. Je regarde ce qu'il y a dedans. Il y a des propositions de loi venant de la droite, venant de la gauche qui sont bonnes. Et donc, je considérais que cette proposition de loi, elle était bonne. Parce qu'elle correspondait aussi aux enseignements que nous avons tirés de la commission d'enquête parlementaire dont j'étais membre et qui avait préconisé justement le rétablissement de cette autorisation administrative. Un rapport que nous avions conçu de manière consensuelle. Il y avait des gens de droite, il y avait des gens de gauche, et on s'est mis d'accord sur un certain nombre de préconisations, dont celle-là. Donc il faut être cohérent, et moi j'approuve cette mesure, elle est nécessaire parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes, mineurs, des garçons, et d'ailleurs beaucoup de filles, et des filles, et beaucoup de filles qui partent aujourd'hui en Syrie, et il n'est pas acceptable que l'on puisse laisser partir des mineurs comme cela sans surveillance. Donc il faut rétablir cette autorisation administrative. J'y suis tout à fait favorable et je considère que maintenant il y a d'autres étapes à franchir en matière législative sur le combat face au djihadisme. Et en particulier, j'attends, et ça sera l'occasion probablement d'une de mes prochaines interventions, que l'on prenne à bras-le-corps la question de la prison. Vous savez que je suis allé à la maison centrale de Saint-Martin et je considère qu'il y a un certain nombre de mesures importantes à prendre et assez rapidement sur le phénomène de radicalisation au milieu carcéral, parce que moi, je ne veux pas que les prisons deviennent des pépinières à djihadistes. Et pour cela, il faut prendre des mesures radicales, comme des régimes de mise à l'isolement pour les plus dangereux et des unités de déradicalisation pour les plus jeunes, en particulier ceux qui reviennent de Syrie et ceux qui sont dans un état de vulnérabilité qui pourrait les amener à basculer. Donc oui à l'autorisation administrative pour les mineurs afin qu'ils ne puissent pas sortir comme ils le veulent du territoire et à des mesures fermes contre les menaces terroristes, que ce soit sur le territoire national comme à l'étranger. La France a frappé encore les djihadistes hier en Syrie. Donc il faut mener ce combat, c'est une guerre à mener et je crois que l'unité nationale doit prévaloir. Bien, je vous remercie, monsieur le député, pour Web TV Info. Merci.